Bienvenue encore une fois à ce journal. Le réseau des parlementaires africains contre la corruption souhaite que soient mises en place des lois permettant de mieux poursuivre ceux qui se rendent coupables de la corruption et d'une grande mauvaise gestion des fonds publics. Les détails avec Jean Damessen Manichim. Les échanges entre les parlementaires membres du réseau des parlementaires africains contre la corruption et les organes étatiques et organisations non gouvernementales intéressées par la lutte contre la corruption sont revenus sur les voies et moyens de réussir le combat contre la corruption qui mine le développement de la nation. L'organisation de lutte contre la corruption Transparency International Rwanda estime qu'il faut une révision globale des lois réprimant la corruption et le blanchiment d'argent afin de barrer la route aux individus mal intentionnés qui usent de leur position pour usurper les biens publics en recourant à la corruption. Le secrétaire exécutif de Transparency International Rwanda, Apollinaire Mupigani, a cité un exemple l'attitude de certains gens qui cachent les informations relatives à leurs avoirs, dont l'objectif de détourner les impôts et taxes requis. Le président du Sénat rwandais, le docteur Kalinda François-Xavier, salue les avancées réalisées par le pays dans la lutte contre la corruption, soulignant tout de même que beaucoup reste à faire pour réussir totalement ce combat. On pourrait se féliciter d'abord du pas franchi par notre pays dans la lutte contre la corruption, résultat d'une volonté politique et d'une bonne gouvernance manifeste, mais les Rwandais souhaitent voir la corruption et le détournement des fonds publics devenir une vieille histoire. La vision qui est la nôtre ne se réaliserait jamais du moment que s'observe encore des gens qui pillent des biens publics sur base de la corruption et d'une mauvaise gestion des fonds publics. C'est pourquoi il est indispensable d'échanger sur les défis à relever et sur comment les réussir. ari ngombwa kuganira tukarebera hamwe ahakigaragara imbogamizi tukiyemeza n'ingamba zo kuzivanaho. Les participants à ces échanges estiment qu'il faut plus de clairvoyance dans l'adoption des lois qui permettraient d'éradiquer la corruption, les injustices et les détournements des biens publics. La Chambre des députés au sein du Parlement rwandais va créer une commission spéciale pour analyser en profondeur les problèmes d'insécurité dans la région où se trouve le Rwanda. Cette décision a été prise en séance plénière de la Chambre des députés à l'issue d'un échange avec le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale ce jeudi. Patrick Nilidandi nous fait le point. Dans ce mise au point entre le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Dr Vincent Biruta, et les parlementaires, membres de la Chambre des députés, le chef de la diplomatie rwandaise a dressé les tableaux des relations entre le Rwanda et les pays de la région qu'il a qualifiés des bonnes, à l'exception de la République démocratique du Congo. Pendant ce temps, la RDC a mené des activités provocatrices contre le Rwanda où l'un de ses avions de combat a violé à 3 reprises l'espace aérien du Rwanda en novembre, puis en décembre 2022 et puis plus récemment. Et puis les FARDC, les forces armées de la RDC, en collaboration avec les FDLR, a également tiré des roquettes sur le territoire rwandais à 3 reprises, causant beaucoup de dommages. Il y a aussi les attaques des FDLR en 2019 à Kinigi au Rwanda qui ont fait de nombreuses victimes. Bamwe mu bari bagabye igitero nabo baricwa abandi batapfuye basubiye muri Congo. Certains de ceux qui ont attaqué sont également morts pendant l'attaque. Ceux qui ne sont pas morts sont retournés au Congo. D'après les informations, l'un des assaillants de cette attaque est mort dans des combats qui ont eu lieu à Rutshuru récemment. Et je devine que vous vous en souvenez bien. Je voudrais juste vous rappeler que quand on parle des FDLR et que l'on dit qu'ils opèrent au Congo avec la collaboration des FARDC, ce ne sont pas des paroles en l'air, c'est réel. Parce que lors de ces attaques, en octobre 2019, le RUD ou Runana, des éléments issus des FDLR, ont attaqué des personnes à Kinigi et 15 personnes ont perdu la vie, 14 autres ont été blessées et des propriétés ont également été endommagées.
Le gouvernement du Congo accuse souvent le Rwanda de soutenir le groupe armé de M23 qu'il qualifie de terroristes. Ce même gouvernement indique que les membres de M23 sont venus au Rwanda et devraient y retourner. D'après le ministre des Affaires étrangères et de la coopération du Rwanda, le docteur Vincent Biruta, ces affirmations trouvent leurs racines dans l'histoire coloniale, mais que cela s'est aggravé par la mauvaise gouvernance en République démocratique du Congo. Il y a certaines parties actuelles du Kivu au Congo qui faisaient partie du Rwanda avant la colonisation et les frontières actuelles ont été confirmées lors de la réunion de Bruxelles en Belgique. C'était le 8 février 1910. Et le Rwanda, qui avait été colonisé dans un premier temps par l'Allemagne, a été cédé à la Belgique. Et la Tanzanie, l'Ouganda et le Kenya étaient sous la coupe du Royaume-Uni. Et les résolutions de cette réunion ont été immédiatement mises en application le 14 mai 1910. Et chaque colonisateur a pris sa part comme un gâteau et en fait ce qu'il veut. Et par conséquent, les personnes d'expression rwandaises se sont retrouvées écartélées entre le Congo et d'autres en Ouganda. En 1994, après les génocides perpétrés contre les Tutsis, il y a certains des ex-FARC et de nombreux miliciens Interahamwe qui ont fui vers le Congo. Et ces criminels avaient pris en otage de nombreux Rwandais et ont été encadrés par de nombreux ex-FARC et miliciens. Sur place, au Congo, ces Interahamwe ont répandu l'idéologie de la discrimination et des divisions. Ils ont essayé de stigmatiser et de présenter toute personne parlant le Kinyarwanda comme l'ennemi public, surtout les Tutsis qui parlent le Kinyarwanda. La conséquence de cette action, plusieurs conflits de revendications pour ces personnes discriminées et qui se sentaient rejetées par leur propre pays se sont manifestés. Ils étaient constamment tués et persécutés. Ils ont décidé de se défendre, se battre pour leur survie, car leur propre gouvernement ne se souciait pas d'eux. Les ministres Biruta a assuré les parlementaires et les Rwandais en général que pendant que le gouvernement du Congo continue ses provocations, le Rwandais est prêt à protéger sa souveraineté et la sécurité de ses habitants. Les députés ont eu le temps de réagir et poser les questions et ont indiqué que le Parlement devrait se prononcer sur les questions actuelles entre le Rwanda et la RDC et qu'un groupe de députés devrait être créé pour enquêter en profondeur sur cette question. La Chambre des députés a décidé de créer une commission spéciale pour analyser en profondeur le problème d'insécurité dans la région où se trouve le Rwanda, mais ses membres et ses responsabilités seront annoncés dans les prochains jours. Les analystes politiques et économiques estiment que l'adhésion de la Somalie à la communauté de l'Afrique de l'Est apporterait des changements positifs à l'économie régionale. Cela intervient alors qu'une délégation de la communauté séjourne à Mogadiscio pour examiner l'état d'avancement des préparatifs de ce pays. Jean Damascène, Maniché. Depuis 2012, la Somalie émet le souhait de rejoindre la communauté des États d'Afrique de l'Est. C'est bien avant le Soudan du Sud et la République démocratique du Congo qui ont déjà été admis dans l'organisation sous-régionale. Alexis Nizeimana, analyste politique, indique que l'adhésion de la Somalie à l'organisation présenterait beaucoup d'avantages à la communauté ainsi qu'à ce pays même. Cette communauté est déjà à la porte de la Somalie. Et l'insécurité de la Somalie a un impact, je dirais, négatif surtout sur le Kenya. Alors, une fois la Somalie a rejoint la communauté, les pays membres vont l'aider à sécuriser sa nation et à abonder dans la ligne du développement. Un autre impact négatif serait que la Somalie, une fois dans la communauté, les pays vont d'abord commencer, je dirais, à construire les bases pour la Somalie, au lieu de, je dirais, d'entamer le développement comme les autres pays ont abondé dans la ligne de la communauté. De l'avis de cet analyste, l'intégration de la Somalie à la communauté des États d'Afrique de l'Est exposerait la région aux défis de taille qui exigeraient aux pays membres de conjuguer davantage les efforts en vue de les surmonter.
Les impacts positifs, c'est que, je dirais, la Somalie dispose des opportunités, des ressources naturelles, il dispose des ressources de l'élevage et de l'agriculture. C'est un pays côtier qui a une longue distance de sa côte avec l'océan et la mer Rouge. Alors, je dirais, c'est une opportunité pour le transport maritime, pour le commerce, mais aussi avec ces opportunités ces potentiels de l'élevage, de l'agriculture, du pétrole. Ils vont amener, je dirais, une part dans la communauté pour booster son développement. Je dirais que c'est la situation gagnant-gagnant. Même si la Somalie peut gagner plus, mais c'est gagnant-gagnant avec ces potentiels de ressources naturelles, de ressources agricoles, de ressources de l'élevage, avec ces potentiels des infrastructures côtières, du transport maritime. C'est un avantage pour la communauté, mais aussi la sécurité pour exploiter ces potentiels. Je dirais que c'est un gain pour la Somalie. Le secrétaire général de la communauté africaine considère qu'intégrer la Somalie dans la communauté élargirait les opportunités des affaires pour les citoyens de la région. We are saying with this now expanded East African community. Nous disons que cette expansion de l'EAC est bénéfique, étant donné l'espace géographique de 4,9 millions de kilomètres carrés. Beaucoup peut être fait et nous voulons appuyer davantage le secteur privé en vue de produire beaucoup pour le bien de nos populations et être plus compétitifs sur le marché international. Nous voulons aussi réduire les obstacles au commerce transfrontalier. En 2012, 6 des 10 barrières non tarifaires ont été supprimées. Au retour de la Somalie, la mission de vérification de la communauté est-africaine soumettra son rapport au Conseil des ministres de l'organisation qui saisira à son tour le sommet des chefs d'État de l'organisation prévu fin février prochain. Le ministère de l'Environnement estime que dans les 7 prochaines années, le Rwanda aura atteint l'objectif de réduction de 38% d'émissions de carbone, car des stratégies ont été mises en place à cet effet. Les économistes et écologistes soulignent que si des efforts sont déployés pour résoudre les problèmes causés par le changement climatique, il y aura toujours des opportunités pour l'économie. Patrick Nilidandi pour les détails. Le Rwanda prévoit de réduire de 4,6 millions de tonnes de carbone, soit 38% d'ici à 2030. Les actions prévues reposent principalement sur l'augmentation de 56,7 MW d'énergie électrique. Les barrages solaires devaient être également construits avec une capacité de 68 MW. La réduction des émissions et le remplacement des véhicules à essence par des véhicules électriques font également partie des objectifs du pays. Certains de ceux qui ont commencé à investir dans ce secteur affirment que même s'il est bénéfique pour l'environnement, il augmente également le nombre d'emplois. Les partenariats publics et privés apportent du pouvoir à la finance, à la connaissance et à l'innovation. Ensemble, ils contribuent à accélérer la transition des véhicules à essence vers des véhicules électriques. Au total, 45 projets sont en cours de réalisation dans les domaines agricoles, des transports, de l'énergie, de la construction des logements, de la gestion des déchets, de la conservation de l'eau, de la foresterie, des carburants respectueux de l'environnement et bien d'autres. Les écologistes indiquent que la mise en œuvre d'efforts pour répondre aux défis des changements climatiques est la solution la plus durable au problème. Si nous disons que les agriculteurs n'obtiennent pas le résultat escompté en raison du manque de pluie et du fait que le soleil est absent depuis longtemps, cela signifie qu'ils doivent mettre en place des mesures qui permettront aux agriculteurs d'améliorer leur récolte. Lorsque la pluie est au rendez-vous, cela veut dire que si nous avons de l'eau, nous devons irriguer, même si le coût est cher. Il y a des pays que nous observons et qui ont obtenu des résultats intéressants. Et le Rwanda aimerait les imiter. L'un des principaux projets mis en œuvre est d'accommoder la communauté pour faire face aux effets des changements climatiques
en district de Gicumbi, c'est en province du Nord, Green Gicumbi, et dans les Mayaga, en province du Sud, Green Amayaga. Les économistes soulignent que les décisions prises par les pays du monde dans la préservation de l'environnement offrent des opportunités d'investissement. ejo bundi muri Montreal muri Canada isi yemeje yuko igiye gukata 50% y'ibijyanye n'imiti mvaruganda n'ibindi byose byangiza ikirere. L'autre jour, à Montréal, au Canada, le monde a convenu qu'il y aurait une réduction de 50% des produits chimiques et des engrais utilisés dans l'agriculture qui nuisent au climat. Quelle devait être la chance dans le compostage? En termes de construction, tous les nouveaux systèmes électriques doivent être adoptés tôt ou tard et puis mis en production. kandi private sector yagakwiye kujyana n'isi noneho ikanafasha ahubwo isi guhinduka iba nziza. Le Rwanda émet 0,003% de dioxyde de carbone par rapport au niveau mondial. La ministre de l'Environnement, Dr Jeanne d'Arc Mujay-Maria, exprime sa confiance quant aux chances de pays d'atteindre ses objectifs de réduire les émissions de 38% en 2030. Les résultats de tout ce que nous faisons sont visibles au sein des communautés. Nous revenons à l'environnement. Je suis confiante parce que nous y travaillons sans relâche. La direction dans laquelle nous sommes est bonne. Je pense que nous y parviendrons dans les 7 prochaines années. Bien que les pays en développement et pauvres, notamment ceux d'Afrique, émettent 4% d'émissions de gaz à effet de serre, cela n'empêche ces pays à faire face aux effets des changements climatiques avec plus de gravité que les pays riches et développés. Les spécialistes de l'habitat estiment qu'initier des appartements au Rwanda est une excellente politique pour le pays qui se modernise de plus en plus. Cela intervient alors que l'entreprise française Imara Properties vient de lancer le projet de construction de logements dans la ville de Kigali. Jean Damascène Manichi. Ces maisons qui seront bientôt construites dans le secteur Kanombe dans la ville de Kigali constituent la 3e phase du genre, mais avec cette fois-ci des nouveautés. Alors ce nouveau projet se veut un peu plus simple et plus abordable que les 2 premiers. Donc on espère répondre aux besoins en logement pour la ville de Kigali. Ceux qui conduisent ce projet se félicitent de l'évolution des mentalités qui s'observent de plus en plus chez les Rwandais en matière d'habitat. Et je me rends compte que les mentalités ont beaucoup changé. Kigali, comme dans de grandes villes qui se développent très très vite, les gens sont obligés de vivre dans les appartements. Parce que si on doit étaler les villes et que chacun doit avoir sa maison, l'infrastructure, la mobilité, ça allait coûter très très cher. Et je pense que c'est vraiment la solution. Il faut qu'on vive dans les appartements. Et je me rends compte que la population, les gens s'habituent facilement. J'ai rencontré même des gens qui préfèrent vivre dans les maisons que vivre dans les appartements. Et c'est quelque chose de nouveau. L'ambassadeur de France au Rwanda, Antoine Anfray, indique que ce type d'habitat convient le plus au Rwanda, qui connaît une forte croissance démographique. Effectivement, il y a 2 types de projets. Il y a des projets qui sont menés par des entrepreneurs privés, comme celui-ci, de différentes natures. Donc il y a des projets de villas individuelles, de plus ou moins haut de gamme, et puis aussi des projets d'appartements collectifs qui correspondent sans doute davantage à ce dont le Rwanda a besoin, parce qu'on sait très bien que la population est en croissance, que les gens de plus en plus quittent les collines, quittent les campagnes pour aller dans les villes, et que donc il y a un enjeu d'habituer quelque part les Rwandais à ce qu'on appelle l'habitat collectif, c'est-à-dire tout simplement des immeubles, des appartements dans des immeubles, et non plus quelque part la villa qui ressemble un peu au traditionnel rugo. À part le secteur privé, l'ambassadeur Anfray fait savoir qu'il y a également d'autres projets qui apporteront un coup de pouce aux efforts du gouvernement rwandais de moderniser davantage l'habitat. Il y a aussi une action qui est menée donc par l'Agence française de développement, notamment de réhabilitation de quartiers précaires. C'est évidemment mené en liaison avec le Kigali City Council. Et l'idée, effectivement, c'est que ce qu'on appelle des logements qui ont été construits sans permis de construire, avec des règles d'urbanisme qui n'étaient pas forcément respectées, des logements et des quartiers entiers puissent être réhabilités de façon à ce que les gens qui y habitent aient une certaine qualité de vie et à ce que ça contribue finalement à l'amélioration de cette belle ville qui est Kigali, qui est quand même une des très rares capitales d'Afrique qui a un urbanisme maîtrisé, alors qu'elle gagne 30 000 habitants chaque année. Et ça, c'est quelque chose qui est effectivement digne d'intérêt et digne d'éloge.
Le coût de ces maisons qui seront construites à Kanombe dans la ville de Kigali se situe entre 59 et 80 millions de francs rwandais. Nous arrivons à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi au nom de toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation. Je vous remercie, moi-même Michel Iladukunda. Bonne poursuite des programmes, bon week-end et d'ici là, portez-vous bien.